ces élections en France, qui se répètent assez régulièrement, il se trouve qu'elles marquent chaque fois la défaite du pouvoir, enfin du pouvoir de gauche. Et je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas seulement la marque d'un mécontentement. Bon, les gens, de toute façon, sont jamais contents, mais il y a quelque chose de plus précis qui me paraît très positif et finalement assez réconfortant. C'est que dans chacune des élections en France, le pouvoir, généralement de gauche, agite la menace du Front National, la montée du Front National. Attention, si vous ne votez pas comme il faut, ça va faire monter le Front National. Et ça, je pense que ça a servi vraiment de petit objet pervers, non pas le Front National, mais ce rapport à l'objet Front National a servi d'objet pervers au sens de ça sert à paumer les gens, à les foutre dans le vertige, dans la contradiction, et c'est ça qui est pervers. Finalement, la perversion, évidemment au sens propre, c'est détruire l'autre. Mais au sens plus léger, plus mou, il y a une perversion molle qui consiste à empêtrer l'autre dans ses limites, dans ses contradictions. Et donc ça a empêtré beaucoup de gens. Vous voyez, les gens qui diraient « Ah ouais, mais tu vas pas renforcer le Front National, chérie. Oui, mais j'en ai marre, etc. » Puis un beau jour, les types, ils y vont et disent « Eh ben, moi je vote comme je veux, et tant pis si ça renforce ou pas le Front National, c'est pas mon truc. » Donc ils se dégagent de ce piège. Et ça m'est apparu un signe de maturité. Bien sûr, il y en a qui le vivent dans le déchirement, quand vous savez qu'il y a des militants communistes depuis des années qui votent Front National, ça a dû être déchirant pour eux. Mais ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est que ça n'est plus presque un truc automatique. Vous voyez, on lance l'idée Front National, et puis ça va mettre les gens en transe, ça va les paumer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et là, on dirait que le mécontentement aidant, et puis une certaine clarté finit par s'imposer, que, bon, on s'en fout, c'est pas le problème c'est d'avoir du boulot, c'est de s'expliquer sur le vivre ensemble, etc., c'est-à-dire sur des problèmes réels. Et évidemment, sur ces problèmes, le pouvoir, il n'a pas grand-chose à dire et à faire. Enfin, je veux dire, quand on pense après la crise de 1930, où les gens ont quand même appris des choses, on a appris qu'on ne fait pas une politique d'austérité quand il y a la crise. On essaie plutôt de faire du mouvement. Et bon, bref, l'incompétence est évidente, le bureaucratisme, etc. Mais encore une fois, c'est pas le plus important dans ce que j'ai remarqué. C'est une certaine liberté, finalement, quand les gens qu'on a ligotés dans un lien pervers arrivent quand même à dénouer la chose et à sortir et à dire bon là moi je décide ça et puis ça devrait aller dans le sens qu'on veut. Et ça, ça veut dire que finalement, on a beau, et que les montages pervers, ils ne sont pas tout puissants. Vous voyez, on peut ligoter des gens, les empêtrer dans des trucs très complexes, et il y a un fil de vie, un désir de respiration qui fait qu'on trouve le passage, la sortie, et puis voilà, c'est pas qu'on trouve la résolution des problèmes, mais on trouve un peu plus d'air et de mouvement, et c'est finalement ça qui compte, parce que, en gros, les uns ou les autres, droite ou gauche, ont les mêmes difficultés, mais ce qui personnellement me paraissait sombre et triste, c'était
de coincer les gens dans une peur, une menace. La peur est un des facteurs politiques les plus incroyables. La peur pour la place, la peur à cause du qu'en dira-t-on, la peur de passer pour une étiquette qui n'est pas bonne, la peur de dire, la peur de ne pas dire, etc. Et finalement, il semble que l'effet de foule arrive à secouer un peu tout ça.